Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour parler de l'actualité internationale. Tout de suite, les titres. Au sommet de cette édition, en Somalie, l'Égypte renforce sa présence militaire en déployant des forces au sein de la mission de l'Union africaine pour appuyer la sécurité face aux menaces persistantes. En Pologne, Varsovie refuse de rejoindre le conseil de paix proposé par Donald Trump, affirmant vouloir poursuivre son analyse de la situation internationale. En Israël, la polémique enfle après des épandages d'herbicides le long des frontières avec le Liban et la Syrie, dénoncés par certains experts pour leurs conséquences environnementales. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À Dakar, le calme reste fragile sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop. Après plusieurs jours d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, la mort d'un étudiant en deuxième année de médecine a provoqué une vive émotion et ravivé la colère d'une jeunesse en quête de réponse face au pouvoir. Reportage à suivre. À Dakar, devant les grilles fermées de l'université Cheikh Anta Diop, la colère est palpable. Après plusieurs jours d'affrontements sur le campus, les étudiants dénoncent les violences policières et expriment leur profonde déception face au gouvernement qu'ils avaient pourtant soutenu. À l'origine du mouvement, le paiement d'arriérés de bourse, une revendication ancienne. Ce que les étudiants ont dit, ils ne voulaient pas faire une manifestation. Mais les policiers nous ont obligés à faire une manifestation. Et cette manifestation a amené un grand danger à l'université. Ils nous ont trouvés dans nos chambres, ils nous ont délogés, ils nous ont battus jusqu'à nous blesser. Mais lundi, les violences ont atteint leur paroxysme avec la mort d'un étudiant en deuxième année de médecine dans des circonstances encore floues. Le gouvernement parle d'une tragédie et reconnaît des actes de brutalité policière tout en accusant certains manifestants d'avoir tenté de détruire des infrastructures. On est vraiment dessus, parce que c'est un drame qu'on n'y attendait vraiment pas. Et surtout avec ce régime avec qui on porte jusqu'au bout le combat, donc on y attendait autre chose que ça. Vraiment. Donc on est un peu dessus, et j'espère qu'on va mener des enquêtes sur ces tragédies. Beaucoup d'étudiants ont quitté Dakar sans savoir quand ils pourront reprendre les cours. Ces événements marquent peut-être un tournant dans la relation entre le pouvoir et une jeunesse qui avait placé ses espoirs dans la promesse de rupture. Miser sur la réinsertion plutôt que l'exclusion. En Afrique centrale, un centre de formation applique les règles de Nelson Mandela en proposant aux détenus des programmes de développement des compétences et d'accompagnement
afin de préparer leur retour et leur intégration durable dans la société. Suivons ensemble ce reportage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a inauguré mercredi l'académie de formation aux règles Nelson Mandela. Elle est située au centre pénitentiaire de Drakenstein, où Mandela avait été incarcéré avant sa libération. Le centre servira de lieu d'apprentissage et contribuera à façonner de meilleures pratiques pénitentiaires. Nelson Mandela lui-même a passé plus de 27 ans en prison et tout au long de sa vie, il est resté un ardent défenseur de l'équité, de la justice et du traitement humain de tous, y compris des personnes privées de liberté. Son héritage perdure à travers les règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, universellement connues sous le nom des règles Nelson Mandela. C'est le premier établissement en Afrique dédié exclusivement aux règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus. Connues sous le nom de règles Nelson Mandela, elles promeuvent la dignité dans le traitement des personnes privées de liberté. On m'a dit qu'il s'agissait de la première installation de ce type sur le continent africain. Elle servira donc de centre de connaissances pour notre région, la SADC. Non seulement pour nos fonctionnaires sud-africains, mais aussi pour la communauté pénitentiaire mondiale. L'Académie proposera notamment des programmes de développement des compétences et de réinsertion destinés à préparer les détenus à leur réintégration dans la société. L'inauguration de ce centre a coïncidé avec la célébration du 36e anniversaire de la libération de Nelson Mandela. Présence militaire renforcée à Mogadiscio, des forces égyptiennes ont été officiellement déployées pour participer à la mission de l'Union africaine en Somalie, marquant une nouvelle étape dans l'appui sécuritaire apporté au pays face aux menaces persistantes. Ce déploiement s'inscrit dans la stratégie régionale de lutte contre les groupes armés et vise à soutenir les forces somaliennes dans la stabilisation du territoire. Reportage à suivre. À Mogadiscio, les forces égyptiennes ont été officiellement déployées pour participer à la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Les troupes égyptiennes ont suivi une formation complète et montré un haut niveau de préparation opérationnelle. Des exercices ont démontré leur capacité à intervenir dans différents types de terrains avec des véhicules et équipements adaptés aux missions de maintien de la paix. Le commandement militaire a confirmé que les forces sont prêtes à exécuter leur mission sous l'égide de l'Union africaine. Selon les autorités, leur présence contribue à la stabilité et à la sécurité de la Somalie et soutient les efforts du gouvernement pour renforcer l'unité et la souveraineté du pays. La cérémonie s'est tenue en présence du président somalien Hassan Sheikh Mahmoud et du ministre égyptien de la Défense, le général Abdelmegid Sakr, ainsi que de hauts responsables militaires. Violentes rafales et coupures massives d'électricité. La tempête Nils a balayé plusieurs régions françaises avec des vents dépassant les 160 km/h, causant la mort d'un routier dans les Landes, privant déjà près de 850 000 foyers de courant, surtout dans le sud-ouest du pays. Les services de secours restent mobilisés pour sécuriser les zones touchées et rétablir l'électricité. Suivons ensemble. Des arbres déracinés, des routes coupées comme ici en Gironde, et ce matin, 850 000 foyers privés d'électricité. En Vendée hier soir, ce gymnase ouvre ses portes pour accueillir des sinistrés, des habitants évacués pris de court par la montée des eaux. C'était arrivé d'autres fois que nous avions inondé, mais peut-être pas à ce point-là. On laisse tout, quoi, nos petits animaux, nos chats, nos meubles, tout, nos souvenirs. On espère qu'on retrouvera tout ça après. Dans le sud et l'ouest, 3 départements sont en vigilance rouge, la Gironde et le Lot-et-Garonne pour crues, l'Aude pour vent violent, avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h. Le meilleur moyen de se préserver, c'est de rester chez soi. Si, pour des raisons impératives, on est obligé de prendre son véhicule et de se déplacer, il faut le faire avec beaucoup de prudence, ne pas s'engager sur des voies fermées, ne pas s'engager sur des voies où il y a de l'eau. Toute la journée, les niveaux des cours d'eau seront particulièrement surveillés. D'importantes inondations sont redoutées.
À Madrid, la colère du monde agricole gronde. Des centaines de tracteurs et des milliers d'agriculteurs ont convergé vers la capitale pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qu'ils jugent menaçants pour leurs revenus et la souveraineté alimentaire. Reportage à suivre. Refus clair de Varsovie, le Premier ministre Donald Tusk a annoncé que la Pologne ne rejoindra pas dans les circonstances actuelles le Conseil de paix proposé par Donald Trump. Une décision assumée avant la réunion du cabinet, alors que le pays affirme vouloir continuer d'analyser l'évolution de la situation. Cette position traduit la prudence diplomatique polonaise et son attachement au cadre de coopération existant, notamment au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Suivons ensemble ce reportage. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que l'ambassade de Pologne à Washington avait reçu une invitation pour participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix prévue le 19 février. Une invitation déclinée en raison des circonstances qui entourent le nouvel organisme créé par Donald Trump. Nous ne renoncerons en aucun cas à notre droit souverain d'exprimer une opinion qui pourrait être différente de celle de notre allié, a assuré le Premier ministre polonais, qui ne souhaite pas remettre en question les relations entre Varsovie et Washington. En revanche, Donald Tusk a assuré qu'il n'exclut aucun scénario et qu'une participation pourrait être possible si la situation évoluait. Le Conseil de la paix dirigé par Donald Trump a pour objectif de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, mais sa charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, à savoir la résolution des conflits armés dans le monde. Beaucoup de pays ont adhéré à cette initiative, mais de nombreuses puissances dont la France l'ont déclinée, estimant que son rôle mal défini remettait en cause les responsabilités de l'ONU. Début février, l'armée israélienne a procédé à des épandages d'herbicides le long de ses frontières avec le Liban et la Syrie. Ces pratiques, dénoncées par des experts comme un écocide, suscitent inquiétude et critiques sur leur impact environnemental et humanitaire. Suivons ensemble ce reportage. D'une pulvérisation, en tout cas de substances chimiques, selon elle, non toxiques, qui allaient être répandues. Et donc, les forces de l'ONU se sont mis à couvert pendant 9 heures. Et une fois les épandages réalisés, des prélèvements ont été effectués et par l'ONU, par la FINUL et par les autorités libanaises. Et après analyse dans 2 laboratoires différents, les conclusions sont formelles. Il s'agit de glyphosate à des concentrations très très importantes, 30 à 50 fois les concentrations habituelles utilisées dans l'agriculture. Et on a une idée de l'ampleur de la zone touchée ? Alors, la superficie reste à préciser, mais selon les informations de notre journaliste sur place, Philippe Pernaut, ce serait une bande de 18 km sur 300 mètres de large, et donc ça ferait quelques 540 hectares. Il y a 2 villages séparés de 20 km qui sont touchés, et toute la zone aux alentours. Et avec quelles conséquences ? Alors, selon le ministère de l'Agriculture libanaise, les conséquences sont importantes, les dommages sont importants. Ça implique que des vergers, des oliviers, des chênes s'assèchent et puissent potentiellement mourir en 48 heures, ces doses importantes d'herbicides. Le ministère a d'ailleurs transmis à notre journaliste des vidéos où on voit des agriculteurs qui filment leurs champs devenus jaunes et leurs oliviers. Et selon la ministre de l'Environnement libanaise, le risque c'est que pendant 6 mois au moins, les habitants du sud du Liban ne puissent plus cultiver leurs terres devenues incultivables, et des conséquences qui pourraient durer encore des années derrière. On voit ces images d'épandage filmées par des habitants de la région. Pour l'armée israélienne, c'est quoi l'objectif avec une opération pareille ?
Alors, c'est difficile à dire avec certitude puisqu'on a sollicité l'armée israélienne qui n'a pas donné suite, qui ne nous a pas répondu. Pour les autorités libanaises, la tactique est claire. Ce serait une utilisation du glyphosate comme le phosphate blanc pour, en gros, enlever le couvert végétal et empêcher au Hezbollah de se cacher sous les arbres. On a d'autres explications. Notre journaliste, lui, dit que ça s'inscrit dans la continuité d'une intimidation envers les agriculteurs qui sont victimes de vols de bétail, de destruction de fermes et de destruction de champs. En gros, il s'agirait de s'attaquer à l'agriculture et donc aux moyens de subsistance de ces populations. Et pour les membres de l'Institut de recherche Forensic Architecture, ce serait le prolongement de ce que les chercheurs appellent de plus en plus un écocide, donc une destruction environnementale dans cette zone. Une sorte de politique de la terre brûlée. Et il n'y a pas que le Liban qui est concerné. Oui, fin janvier et début février, notre journaliste rapporte aussi en Syrie le même genre d'action avec des épandages d'herbicides. Et puis en 2019 déjà, toujours Forensic Architecture qui disait que du côté de Gaza aussi. À Tumblr-Ridge, le silence et le recueillement ont remplacé la stupeur. Les habitants de cette petite ville de l'Ouest canadien se sont rassemblés près du lycée pour rendre hommage aux 8 victimes, tandis que le pays tout entier reste sous le choc après cette tragédie. Les autorités ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances du drame. Reportage à suivre. À Buenos Aires, la contestation est montée d'un cran. Des milliers de manifestants se sont rassemblés devant le Congrès pour dénoncer la réforme de travail portée par le président Javier Milei. La mobilisation a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre, révélant la profonde fracture sociale que suscite ce projet. Reportage à suivre. Nous voilà à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.